ERDA, ça signifie énergie renouvelable des Ardennes. La biomasse, donc le bois, est supposé être une des énergies vertes. Si je résume pour les dossiers, donc à la base, les pellets, c'est une technique écolo, mais bon, finalement, c'est pas si écolo que ça par rapport à la gestion des forêts, notamment. ERDA reçoit des subsides, notamment par sa qualité d'entreprise locale. On voit qu'il y a des camions qui vont en Espagne, en Portugal. Oui. En France. Ce sont des profiteurs de crise puisqu'ils ont les prix de leur production sans aucune raison ont augmenté en pleine période de crise énergétique. Il y a une opacité par rapport à la gestion de nos déchets, déchets de forêt et déchets domestiques, dont ils sont supposés les prendre comme matière première. Il y a effectivement à plusieurs niveaux la question des subsides publics et la question aussi de l'achat de terrain. Ça fait vraiment beaucoup pour un seul dossier. Hein. Oui. Ceci, c'est loin d'être un travail personnel. C'est un travail d'intelligence collective où il y a pas mal de gens qui ont interagi. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont vu les publications des derniers temps et qui nous ont recontactés et qui ont donc eu le courage citoyen de venir vers nous en nous disant « Attention, moi je suis au courant de ça, attention, allez vérifier ceci, allez gratter là-bas ». Au niveau de la PLux, la cellule Gilets jaunes de la province du Luxembourg, on ne voulait plus d'action où on va râler en face d'un parlement, où on va râler en face d'une injustice criante. On voulait quelque chose où on mouillait notre chemise, où on se dit bon voilà, on attrape le taureau par les cornes et on joue notre rôle citoyen, de contrôle citoyen, d'éveil citoyen, et on ne laisse pas ce travail-là à quelqu'un d'autre. Vous allez voir des têtes, mais ces têtes, elles sont substituables parce que c'est ça dans les Gilets jaunes. Il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui est là. Bon, les gilets jaunes sont interchangeables. Bonjour, bienvenue à Tinker Jaune, Dom. Oui, bonjour, merci de nous accueillir. Je dis nous parce que bon, il n'y a pas que moi, il y a plein de gens que tu vas accueillir et c'est très bien qu'il y ait un espace de rencontre et de discussion. Voilà, c'est ça. Donc Tinker Jaune, donc c'est la nouvelle chaîne YouTube créée par DocPat et moi-même. Nous sommes deux Gilets jaunes de Belgique. Donc ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain, dans des actions, sur les ronds-points, dans des conférences, des festivals. Et ce qui nous fait tenir, ce qui nous fait kiffer, c'est vraiment le plaisir des rencontres. Et le but de cet espace, c'est de partager ces rencontres avec tout le monde. Et évidemment, de prendre un peu de recul, d'approfondir certains dossiers. Merci encore pour toutes les personnes qui nous suivent et qui nous font des retours. On essaie toujours d'améliorer les qualités techniques et aussi voilà, de diversifier les invités. Voilà. D'aborder le plus de sujets possible. Aujourd'hui, nous accueillons donc Dom, qui est un gilet jaune donc depuis 4 ans, un camarade, un ami. Et lui, voilà, il n'a attendu personne pour se saisir d'un dossier dont il va nous parler aujourd'hui, qui est celui de l'entreprise appelée ERDA dans les Ardennes. Il a interpellé les pouvoirs publics en se servant de l'outil que tous les militants, que tous les citoyens belges ont à disposition, qui s'appelle Transparentia, dont on a déjà parlé précédemment. Et voilà, donc je voulais saluer Dom pour cette initiative et donc l'accueillir ici. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as récemment travaillé dans un dossier particulier, donc avec l'aide de Transparentia aussi, celui de la société ERDA qui est à Bertry, une société qui fabrique des pellets. Tu peux nous en parler? Oui, je vais essayer d'être assez concis. Donc, moi j'ai quand même un titre d'agronome, j'ai une spécialisation en sylviculture et écologie générale. La sylviculture, c'est l'art de faire pousser les forêts en principe. Hein. Bien que les forêts n'aient pas besoin de l'homme pour pousser, elles poussent bien toutes seules. Mais il y a eu un grand courant dans les années 50 où on pensait que l'ingénierie allait tout maîtriser, y compris les choses les plus naturelles qu'il soit. Et donc, on a commencé à planifier un usage de la forêt assez usurier.
On a décidé d'implanter par exemple des pessières où on fait pousser donc des épicéas parce que c'était plus productif en termes de rotation de culture. Avec un chêne, il faut attendre 250-300 ans pour avoir un chêne calibré pour l'envoyer en Syrie, pour fabriquer du bois d'œuvre. Avec un épicéa, c'est 60 ans. Et encore, il y a des sous-produits qui, lors des éclaircies, donc l'éclaircie, c'est ce qui permet d'éliminer certains sujets qui sont plus frêles, plus fragiles et qui ne seront pas des arbres d'avenir pour favoriser ceux qui le deviendront. Donc on a déjà des sous-produits qui viennent après 10, 15, 20 ans. Donc le rendement en termes pécuniaires est évidemment plus élevé avec un épicéa et surtout plus immédiat. Donc on a fait pousser des pessières qui présente le gros inconvénient d'acidifier et d'appauvrir le sol d'Ardennes. Les sols, c'est pas quelque chose qui se renouvelle très facilement. Les sols bruns acides profonds d'Ardennes, pour former ce type de sol, il faut 10 000 ans, ce qui est jeune. Sur l'échelle géologique et pédologique, puisque l'étude des sols, c'est la pédologie, c'est un sol relativement jeune. Mais il faut quand même 10 000 ans pour le constituer. Et là, on est en train de les flanquer par terre. Ces sols, avec une exploitation usurière du sol en plantant des résineux, et notamment des sapins de Noël. On pourrait en discuter aussi, mais bon, c'est pas le sujet ici. Et donc, voilà une firme, Erda, qui se présente comme étant, donc Erda, ça signifie énergie renouvelable des Ardennes. Donc, renouvelable, on se dit que quelque part... La biomasse, donc le bois, est supposé être une énergie verte. Voilà, donc on se dit quelque part que c'est assez écologique, et donc il y a un petit label vert qui est là derrière, qui customise bien l'identité de la firme. Et cette firme n'aime pas d'ailleurs trop qu'on écorne cette identité pseudo-écologique, alors qu'en réalité, on va le voir, il y a peut-être matière à le faire. Et donc, Erda fait quoi? Elle produit des pellets. Donc les pellets sont fabriqués avec des déchets, normalement de scierie, mais aussi des rémanents. Les rémanents, c'est quand on a fait une mise à blanc, il reste des déchets au sol, on les ramasse. Ça peut être aussi, par exemple, on élimine une berne centrale d'une autoroute qui est boisée parce qu'elle se développe de trop. On embarque ça dans des grands conteneurs. C'est pas du bois d'œuvre, on ne sait pas en faire grand chose, et donc on peut supposer que ce type de matériau est envoyé dans des usines comme celle d'Erda. Alors Erda, c'est le premier producteur européen de pellets. C'est au minimum 200 000 tonnes par année. C'est belge donc. Et c'est belge. C'est une usine qui voit son chiffre d'affaires exploser. Il y a moyen de consulter des comptes en ligne. Ils sont très prolixes, ils aiment bien mettre en avant leur belle flotte de véhicules, de camions grumiers, les camions qui transportent les gros troncs de résineux. Et ces gros troncs sont destinés à la scierie fruitier, qui est en fait la filiale mère de la société Erda. Le groupe fruitier est établi au Luxembourg. Officiellement, leur siège est au Luxembourg. Et ils ont ainsi quelques produits pur pelés, etc., qui sont des produits dérivés de leur filiale. Ici, il faut poser une chose. C'est que moi, en connaissance de ce secteur d'activité, j'ai entendu un désir profond d'avoir une filière bois performante, mais aussi éco-responsable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la manière de produire les bois d'œuvre, dans la manière de gérer la forêt. On veut se montrer comme étant éco-responsable et être dans le canevas
des mentalités très pro-écolo. Oui, par exemple, les Européens sont très fiers de dire que leurs forêts s'agrandissent, contrairement à l'Amazonie, par exemple. Oui, oui. Alors bon, il faut savoir que en ce qui concerne la forêt belge, quand on a été dans la période d'industrialisation qui dépendait du charbon de bois, eh bien, on a tout simplement mis les pans de forêt qu'on avait par terre pour fabriquer du charbon de bois. Et donc on est passé, on était quasiment dans un désert forestier. Et donc on est repassé vers les 800 000 hectares depuis qu'on est sorti de l'industrie du charbon de bois vers celle du charbon et finalement l'industrie soutenue par le pétrole. On a pu refournir une forêt qui actuellement fait à peu près dans les 800 000 hectares. Alors on parle souvent de transition écologique, et ben c'est une connerie totale, parce que si on reprend l'exemple du charbonnage, donc quand on a quitté le charbon de bois comme moyen de production essentiel, après on en est arrivé au charbon. Et on s'est dit, ben, on va épargner la forêt. Eh ben, pas vraiment, parce que les mines, elles étaient étançonnées, étayées avec de l'épicéa, qui est un bois qui prévient avant de craquer, avant de casser. Il craque. On entend qu'il craque. C'est pour ça d'ailleurs que les bois d'épicéa étaient utilisés notamment au niveau des barrages, des anciens barrages à aiguilles, parce que l'éclusier entendait le bois craquer et savait qu'il devait changer l'aiguille. Et même chose dans les charbonnages, quand on entendait l'été en épicéa commencer à craquer, ben, il fallait se sauver, il fallait partir, parce que ça risquait de s'effondrer, ou vite le remplacer. Et donc, on a continué d'utiliser beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Et donc, quand on parle de transition, actuellement on parle beaucoup de transition, eh ben, c'est pas quelque chose d'automatique, on ne pousse pas sur un bouton, puis il y a une transition, c'est quelque chose qui met des décennies et des décennies avant d'évoluer. Et donc la forêt wallonne en particulier, aussi la forêt flamande, a été très mise à mal à la période de la production de charbon de bois pour faire tourner les industries. Charbon de bois qui remplaçait elle-même l'industrie hydraulique, hein, où c'était les vieux moulins qui actionnaient des macas, qui aplatissaient des plates de fer, on appelait ça les platineries, pour fabriquer des objets en fer plat. Bon, et puis alors, on sait maintenant qu'on est dans une ère carbonée avec le pétrole, et là aussi il y aura une transition, mais qui ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, contrairement à ce que tout le monde essaye de nous faire croire. Ben, il faudra aller chercher du cuivre, il faudra aller chercher des tas de matières, ce sera la guerre pour pouvoir les obtenir. Il n'y a rien de sexy dans tout ça, hein. Faut arrêter de fantasmer et de se dire qu'on va faire une transition, que tout va très bien se passer. Non, non. Les ressources, elles sont limitées et on va être confronté à ça. Il y aura des problèmes géopolitiques majeurs à cause de ça. Et donc, en attendant, notre forêt, on pourrait croire qu'elle est en bon état, puisqu'on ne la consacre plus à fabriquer du charbon de bois ou à fabriquer du bois qui soutient des étayages dans des mines. Mais eh ben non, elle n'est pas en bon état du tout. À un moment donné, on en est arrivé à un équilibre où on disait 50% de feuillus, 50% de résineux. Qu'en est-il maintenant? Ben, la tendance est plutôt vers les 60-40. Donc 60% de résineux, 40% de feuillus. Alors ça fait débat, hein, ça fait débat. Les organes officiels disent si on essaie de garder l'équilibre entre forêt feuillue et forêt résineuse, mais c'est pas vrai partout. Il y a des territoires où c'est beaucoup plus de résineux. Il y a des massifs en France où le feuillu a complètement disparu et c'est le résineux. Et l'Ardenne a cette tendance à devenir aussi un massif de plus en plus résineux qui met à mal ses sols et qui prive en biodiversité toute la région. Bon, ça c'est un propos sur le plan d'une analyse écologique, non pas politique, mais écologique de terrain. Alors Erda, pour revenir à ceux-là, eh bien, ils produisent donc des pellets avec des déchets de l'industrie du bois et des rémanents.
donc les déchets de la forêt. Bon. Donc, ce faisant, eh bien, pour convertir ces déchets en pellets, figurez-vous qu'on fait tourner des turbines vapeur qui elles-mêmes vont produire de l'électricité. Ce qui était annoncé sur les sites d'Erda, c'est qu'ils alimentaient la ville de Bertry. Voilà. Et puis alors, quand nous on a pris nos renseignements, on nous a dit oui mais non, on n'alimente pas tout le temps, c'est uniquement s'il y a des grosses coupures de courant, alors là on injecte sur le réseau. Mais toujours est-il que cette usine a la capacité de produire pas mal d'électricité de manière telle à fournir l'électricité à au moins 10 à 15 000 ménages. Or, on a vu dans la crise précédente énergétique que le prix de pellet est passé de 3,50 €, ce qui pouvait déjà être considéré comme cher étant donné que c'est un produit qui est réalisé à partir de déchets, normalement gratuits. Et ces sacs sont passés à 13, 14 € le sac. Les gens de la région avaient l'occasion de... Donc, ça c'est il y a un an, donc pendant la grosse Ça c'est il y a encore quelques mois. Ah oui, c'est ça. Il y a encore quelques mois. Ça, en pleine crise énergétique. Donc. Voilà. Il y a encore quelques mois, en pleine crise énergétique, on a annoncé aux gens, bah, écoutez, ce sera plus 3,50 €, ce sera 13, 14 €. Alors qu'on n'importe pas du gaz russe pour produire ces pellets. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le gaz, rien du tout, c'est complètement dissocié. Nous, on a suspecté qu'il y avait une forme de pénurie organisée, parce qu'on constatait qu'il y avait énormément de palettes de pellets fabriquées qui restaient en dehors de l'usine, et on s'est dit, ben, ils sont en train de créer une fausse pénurie en fait, qui justifierait de monter les prix. Et bon, on s'est posé beaucoup de questions, on se les pose toujours, hein. On ne fait jamais que de poser des questions. On suppose des choses, on essaye de comprendre. Et donc on s'est dit, bon, tout d'abord on peut pas admettre que sur base d'une protection tirée à partir de déchets, tout d'un coup les prix quintuplent pratiquement. On s'est dit, il faut qu'on creuse, il faut qu'on comprenne. Et qu'en est-il aussi de cette électricité? Est-ce qu'il y a moyen de savoir finalement pourquoi dans la région de Bertry on paye l'électricité au prix actuel du marché alors qu'elle est produite pour rien, que c'est quelque part une énergie dérivée du système de production de pellets. Donc, on a fait une petite vidéo sur les lieux pour montrer l'implantation de l'usine. En face, on voyait qu'ils construisaient des bâtiments sur un emplacement énorme, hein. Alors, on s'est dit, tiens, est-ce qu'ils veulent faire du stockage en face? Donc, est-ce qu'il y a urgence à stocker en face? Chez Erda, on nous a dit, non, c'est pas du stockage, on va refaire une nouvelle chaudière, parce que celle qui est actuellement dans l'usine d'Erda devient vieillotte, donc on va reconstruire tout à neuf en face, mais c'est pas pour du stockage. Mais bon, nous, on se dit, on n'est pas tombé de la dernière pluie non plus, on se dit, ben, admettons qu'ils ne disposent pas ça pour du stockage. Mais s'ils libèrent l'espace de l'ancienne chaudière, ça peut devenir aussi un espace de stockage. Ils s'étendent, ils prospèrent, c'est tant mieux, c'est très bien. Mais pas sur le dos du citoyen, quoi, pas sur le dos du consommateur qui devrait accepter que le prix du pellet passe de 3,50 € à 13, 14, et pourquoi pas, tant qu'on y est, pourquoi pas à un moment donné 20 €. Si on crée tout le temps la pénurie, c'est normal que le prix explose à un moment donné. Et puis alors, on nous a envoyé des photos, il y a pas mal de gens avec qui on a interagi, qui nous ont dit, c'est vendu en France. Et en France, il est moins cher qu'à Bertry. À Bertry, c'est 13 € et en France, c'est à 9 €.
Et puis on nous a dit, oui, il y a des camions espagnols qui partent avec du pellet belge. Ah bon? Puis on est allé voir et on a vu effectivement les balais de camions qui partaient avec des chargements complets et qui étaient des camions français, des camions hollandais, des camions espagnols, et on a même filmé les plaques. Oui, parce que donc, ce qui est choquant aussi avec ça, c'est que Herda se dit être une entreprise locale. Voilà. Elle reçoit des subsides pour ça. En principe. Moi, j'ai fait un petit tour sur le site et effectivement, tu dis, il pose la question où se procurer nos pellets Herda. Et en fait, tu vois plein de magasins dans le sud de la Belgique. Mais en fait, toi, tu parles de l'Espagne, tu parles de... Oui, aussi. Voilà. Donc, on a vu des camions qui venaient de toutes nationalités et qui partaient de là. Et on se dit que soit ils font de l'éco-production locale en circuit court, et peut-être ont-ils eu des faveurs par les administrations locales pour faire ça, et pourquoi pas, ce serait très bienvenu. Mais à partir de l'instant où ils ne tiennent plus le deal, faut l'annoncer aux gens, faut le dire clairement. On n'est plus dans du circuit court, on n'est plus que dans de la production vraiment capitalistique. Et on est en rupture avec l'image qu'on essaye de se fabriquer de firmes pseudo-écologiques. Donc voilà, donc on s'est dit, on ne peut pas en rester là. Et donc on a déposé une requête sur Transparentia pour faire la transparence sur toutes les questions qu'on se posait. Et donc on a contacté plus d'une vingtaine d'institutions publiques. Je vais en épingler quelques-unes qui me semblent être les principales. La commune de Bertry, les communes de Neufchâteau, les communes d'Herbemont très proches, celle de Libramont. Nous avons contacté la division Nature et Forêt. Nous avons contacté Idelux, qui est une intercommunale qui gère le parc à conteneurs voisin, mais qui a été aussi dans les tractations pour l'exploitation du site. Donc Idelux, je crois que c'est une intercommunale de la province de Luxembourg. Oui. Qui veut promouvoir l'économie en fait. Ouais. C'est son but annoncé. Oui, c'est le but annoncé. Le but annoncé. Maintenant, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Hein. Est-il normal que, tout d'un coup, on ait un directeur sur une intercommunale comme celle-là, qui est un directeur quasiment à vie, qui prend des décisions qui nous concernent politiquement et économiquement, et décisions auxquelles nous, on n'a pas libre accès pour émettre une critique ou des propositions. Ça ne se passe pas démocratiquement. Donc on se demande qui tient la baguette finalement. Est-ce que c'est le politique qui agit sur cette intercommunale et permet qu'elle joue effectivement le rôle? Ou est-ce que c'est ces intercommunales qui sont devenues trop importantes, trop autonomes et qui influent sur le jeu politique? Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là aussi. Donc pour moi, les dés sont pipés. Et donc on s'est dit, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et d'aller frapper aux portes, de poser les questions qu'on a à poser. Et les questions concernent aussi bien la question des subsides que la firme Herda aurait perçu. La firme Herda nous a dit, on nous a envoyé de chez Herda quelque chose comme quoi Herda n'aurait pas reçu de certificat vert. Jamais. Parce que les certificats verts, c'est nous qui les payons, les certificats verts. C'est le contribuable qui paye, en payant ses impôts, permet à la région de rétrocéder de l'argent aux entreprises qui fonctionneraient suivant un principe écologique et de se rémunérer notamment comme ça. Donc on nous a dit chez Herda, on n'a jamais reçu de certificat vert. Bon, faut garder tout ça dans un coin de la tête. Donc on a interpellé la région wallonne. On a interpellé l'Aquape, qui est un organe de contrôle de tout ce qui se passe en matière énergétique. On a interpellé la CREG,
qui est aussi un organe de contrôle des prix de l'énergie. On a interpellé l'Union des villes et des communes, on a interpellé les CPAS des principales communes qui pourraient être concernées par le dossier RDA, parce qu'il faut savoir qu'à la Révolution, on a appelé les nantis de l'époque en leur disant: si vous ne voulez pas perdre toutes vos possessions, il va falloir faire des donations. Sinon ça ne va pas être bien vu cette affaire-là. Donc on vous conseille vivement de vous occuper des gueux, entre guillemets, de vous occuper des indigents, et donc on a décidé d'allouer une partie des fruits de la forêt aux indigents. Et puis ensuite on a organisé ça sous forme de CPA. Les CPA, c'était les ancêtres des CPAS, qui étaient naguère encore des centres publics d'aide sociale, et qui sont devenus maintenant, dans le vocable de la novlangue tellement cher à nos dirigeants, des centres publics d'activation sociale. Ça ne change rien au fait qu'il y ait des pauvres, et ça ne change rien au fait qu'il y a toujours la nécessité de tomber dans une déshumanisation totale en ne s'occupant plus de ceux-ci. Et donc, il faut quand même s'occuper des indigents et des pauvres. Et normalement, une bonne part de la forêt est allouée à cela. Mais qu'est-ce que la forêt a à voir avec les déchets qu'utiliserait RDA? Eh bien, certes, il y a certainement des sciures, des déchets qu'ils récupèrent de leur scierie. Mais nous, on pose une question toute simple. Qu'en est-il des bois déclassés de la région wallonne? Un exemple de bois déclassés, les bois scolités. Alors c'est quoi les bois scolités? C'est des épicéas qui sont infestés par un petit insecte qu'on appelle le scolite. Il y a d'autres insectes du même genre qui affectent d'autres arbres, par exemple l'Ipis typographe. Mais les scolites, une fois qu'ils sont dans le bois il est foutu mécaniquement. Il ne peut plus servir comme bois d'œuvre, il ne peut plus servir à fabriquer des madriers, des planches. Il faut juste le cramer, en fait. On ne sait plus rien faire avec. Donc, on se dit, où vont ces déchets? Sont-ils donnés gracieusement pour s'en débarrasser à des firmes comme RDA? Soyons honnêtes, disons-le, on donne 40% de bois de déchets à ce type de firme. Voilà, pour s'en débarrasser, parce qu'on ne sait rien faire d'autre avec. Sont-ils vendus à vil prix? Comment est-ce négocié? Toujours est-il que on se pose légitimement la question, à savoir dans quelle proportion RDA les utilise pour fabriquer cette pelée, qu'ils revendent de 3,50 € à 13-14 € en pleine crise. On aimerait bien le savoir quand même. Et donc on a déposé cette requête sur Transparentia, où on a contacté tous ces organismes divers et variés. Et alors la première réponse la plus favorable qu'on ait eue, c'est celle de la division Nature et Forêt, de différentes divisions Nature et Forêt, notamment celle de Marche, qui nous a dit: attendez, on va vous donner tous les chiffres, mais laissez-nous le temps de faire le dossier pour que ce soit concret et sérieux. On a les courriers, on sait le lire en ligne. Et puis, comme on ne voyait rien venir, on a fait une relance sur le site Transparentia. Et là, on nous a répondu quelque chose du style non, on ne peut rien vous envoyer, on a prétexté une confidentialité. Oui, c'est des données confidentielles, et donc on ne peut rien vous envoyer. Donc, dans un premier temps, on nous dit: on va être sérieux avec vous, on va vous envoyer les données chiffrées, on travaille sur on monte le dossier.
Et puis, Donc là, quelques on temps parle après... de sociétés publiques qui gèrent les biens publics qui sont les forêts et les déchets des citoyens aussi. Hein, Oui. On nous demande de les recycler. Oui. Donc, on est tout à fait en droit de savoir Oui. ce qu'ils font avec ça. Oui, complètement. Et donc là, on nous répond aux dernières nouvelles, ben non, j'essaie de retrouver leur petite phrase, petite phrase laconique. Attendez, c'est assez marrant. Hein, on nous a répondu, non, c'est comment. Les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de... non, ça c'est autre chose, mais c'est du même ordre. Hein. C'est du même ordre. Donc on nous a répondu, en gros, on nous a répondu, c'est confidentiel. Voilà. Donc quelque chose qui est ici du domaine public, la gestion de la forêt wallonne, soumise à la direction nature et forêt, qui elle-même est censée, par différents départements, gérer la forêt secteur par secteur. Et normalement, bon, ça devrait être contrôlable. Et là, on nous dit non, c'est confidentiel. Alors, quelque part, en France, il y a une loi secret des affaires, pas en Belgique à ma connaissance. Et là, on nous annonce secret des affaires. En gros, hein. En gros. Bon, évidemment, on ne peut pas se contenter de ça. Commune de Bertry, aucune réponse. Alors, ce qui est marrant, c'est que de par notre action, on a fait une action face à Erda le 16 et le 17 décembre, où on a fait un standing face à l'usine Erda, avec tout qui voulait nous rencontrer pouvait être mis au courant du dossier. On a diffusé un peu ça aux personnes qui sont venues nous voir. Au même moment, il y avait le cube de la charité organisée par Vivacité, Viva for Life, avec Sarah de Padua qui s'enfermait dans le cube à Bertry, pour venir en aide aux enfants pauvres. Mais nous, on attaquait un peu le problème à sa racine. C'est-à-dire qu'on venait dénoncer quelque chose qui appauvrissait encore plus les gens au même moment, à savoir l'augmentation de leurs moyens de chauffage. Augmentation de 4 à 5 fois le prix de leurs moyens de chauffage. Évidemment, il n'y a eu personne de la commune qui est venu nous voir. On était là à partir de 8 heures. La direction d'Erda n'a jamais daigné venir nous voir, sauf nous envoyer la gendarmerie quelquefois et les Pandores quelquefois pour essayer de nous dégager. Comme ça se passait de manière tout à fait pacifique, il n'y a eu aucune raison de nous dégager. On a pu mener notre action les 2 jours, calmement. On a passé la nuit sur place de manière symbolique, par solidarité avec les gens qui ne pouvaient peut-être plus se chauffer. Il gelait ces soirs-là à -7, -8, -9. On est resté au coin de notre brasero. C'était le 15 décembre dernier, c'est ça? Le 16 et le 17 décembre dernier. Bon, donc nous, on a joué aussi la solidarité, mais sauce gilet jaune, quoi, à la dure. Voilà, les voitures qui passaient sur la 4 bandes toute proche nous voyaient, klaxonnaient, beaucoup de sympathie, des gens qui faisaient un petit crochet, qui venaient nous dire un petit bonjour, d'autres qui nous amenaient un petit café, voilà. Voilà. Et on a eu un journaliste de l'agence Belga, dont je tairai le nom, qui est venu, qui était fort en effervescence, qui a pris plein de notes, qui a dit oui, c'est un travail intéressant, qui a émis quand même une remarque un peu, je me souviens de ce qu'il a dit, c'est oui, mais n'avez pas peur que si on veut faire trop de démocratie, on n'a pas des gens qui vont vouloir des choses fort extrêmes. Donc c'est toujours ce narratif. La démocratie, c'est pas bon d'être
trop démocrate parce que tout le monde va pouvoir s'exprimer et forcément il y a des cons qui vont s'exprimer. Oui, et les gens vont demander des trucs ahurissants, voilà. Des transports gratuits ou des cantines gratuites à l'école par exemple. Oui, ou parler de peine de mort ou que sais-je. Bon, franchement, la peine de mort, c'est le dernier des sujets qui nous intéresse. Ça, c'est la tarte à la crème, ça revient tout le temps cet argument. Et alors, je lui ai répondu, alors n'appelez pas ce qui existe actuellement une démocratie. Oui, bien sûr. C'est tout. Alors on débaptise, on dit ce que c'est, une oligarchie, une particratie, on dit ce que c'est, mais pas une démocratie. Voilà. Et donc, bon, il était il est resté presque 1 heure à gribouiller dans le froid. Et puis, comme je ne voyais pas l'article paraître quelques jours après, je lui ai ressonné, je lui ai dit non, on ne peut pas produire l'article. Et puis, quelques temps après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu la couverture de la question des pellets faite par la RTBF avec investigation, une enquête sur, dans le fond, la production de pellets, c'est quoi? Ils ont fort axé leur émission sur la question de la nocivité des pellets, qui produirait beaucoup de... parfois, c'est pas très bien ce qu'il y a dans les déchets qu'on utilise. Il y a des écolabels, mais... Nocivité pour les utilisateurs et les gens qui sont autour. De l'usine pas de l'usine Erda en particulier, hein, ça concernait toute la... Ils sont venus visiter Erda, investigation. Il y a un petit passage où on voit le directeur d'Erda qui s'exprime et qui lui trouve que c'est les meilleurs produits du monde. Et puis on nous a parlé d'écolabel. Il y a une firme qui certifie que c'est bien correct au niveau des systèmes de production. Il y a des usines qui ne produiraient pas en suivant les règles, on leur fait des rappels mais n'en tiennent pas vraiment compte. Et on nous apprend que les pellets, c'est peut-être pas la meilleure source énergétique pour la santé publique. Bon, et puis alors, ce qui m'intéresse très fort, moi, c'est qu'à un moment donné, dans l'émission Investigation, on nous dit les producteurs de pellets reçoivent des certificats verts et un paquet. Or, Erda nous avait certifié qu'ils n'en recevaient pas. Donc la question reste posée, qu'en est-il exactement? Donc l'organisme de la région wallonne qui délivre les certificats verts, on les interpelle aussi. Et donc tous ces gens qui ont été interpellés, la ministre Lallieu a été interpellée, il y a 2-3 ministères qui ont été interpellés, et ils se défaussent, ils nous disent « Oui, mais non, allez voir sur tel site internet, un site notamment sur la production de l'eau de bois en ligne, donc si tu veux acheter un lot de bois comme particulier, tu peux aller en ligne et voir les lots de bois qui sont mis en vente, mais c'est des trucs actuels. C'est les lots qui sont en vente maintenant. Tu ne sais pas remonter à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Or, nous, ce qu'on voulait voir, c'est quels ont été les lots vendus, à quel prix, sous quel terme de contrat, y a-t-il eu des facilités, y a-t-il eu de la gratuité, y a-t-il eu des prix préférentiels, oui ou non. Et donc, on a des gens qui se défaussent vite au niveau des ministères en disant « Oui, mais c'est pas nous. » Par exemple, sur certaines communes, on nous dit « Oui, c'est pas nous, demandez au CPS. » Et le CPS dit « Non, c'est pas nous, demandez aux communes. » Ou « Non, c'est pas nous, demandez plutôt à la DNF. » Et donc, on voit que tout le monde se défausse, c'est un jeu de ping-pong, et qu'on n'a pas envie de nous répondre, en fait. Alors maintenant, l'étape suivante, ben c'est celle-ci, c'est le fait de l'annoncer. Bon, l'article 32 de la Constitution vise à établir la publicité des choses publiques. Donc, n'importe quelle transaction, n'importe quelle tractation, n'importe quel mail de ministre est censé être publié possiblement à la demande de n'importe quel citoyen. Donc si toi, Marcos, tu as envie de demander, d'interpeller une administration à tel sujet, tu peux le faire, tu peux exiger des documents.
C'est ce que nous avons fait. Oui, c'est le principe de transparencia. Oui, C'est voilà. c'est le principe de transparencia, mais avant d'être le principe de transparencia, c'est un droit acquis dans la Constitution. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Et donc, ces gens ne jouent pas du tout la transparence à ce sujet, d'où la pertinence d'un organe comme Transparencia qui permet de montrer l'état des lieux de la transparence dans notre pays. Et sur cette affaire-ci, c'est pas fameux. Et donc, l'étape suivante, c'est la CADA, qui va être un organe qui va contraindre ces institutions interpellées à fournir les documents que l'on demande. Faut-il que ce soit fondé, que ce soit sérieux, et faut-il qu'ils puissent voir les réponses qu'on nous a adressées depuis ces institutions. Mais donc c'est un magistrat en quelque sorte qui va dire, écoutez, commune de Bertry, monsieur le bourgmestre untel, voilà, vous devez répondre. Or ici à Bertry, on ne nous répond même pas. Donc c'est fou, il y a un mépris terrible, et on sait qu'à Bertry, on n'aime pas trop s'exposer à ce type de recherche. Bon, il y a une question cruciale aussi, sur le terrain qui a été vendu à Erda. Alors, on a entendu, donc attention, hein, on a entendu, il aurait été vendu pour 1 euro symbolique. Et puis moi, j'ai eu... Par la commune à Erda. Par le biais, c'était un peu alambiqué. On m'a parlé d'Idélux qui aurait été dans la tractation, on m'a dit c'est la commune qui a vendu à Erda, et puis en creusant un peu plus, il y a quelqu'un qui me dit, il y a une parcelle qui a été vendue 1300 €. Une parcelle, d'environ 10 arts. C'est petit 10 arts, hein. 10 arts, bon, c'est pas énorme, hein. Donc un art c'est 100 mètres carrés, 10 arts c'est 1000 mètres carrés, donc c'est pas énorme. Mais sur 10 arts on fait une maison. Je vous défie de trouver dans la région de Bertry un terrain à bâtir pour 1300 €. Hein. Si vous le trouvez, sautez tout de suite dessus. Hein. Donc le terrain est beaucoup plus large pour Erda. Donc on pose la question à Idélux, qu'en est-il de la transaction sur l'achat du terrain? Pas de réponse. On va réenvoyer une relance très ciblé là-dessus, et on s'étonne, est-ce que le comité d'acquisition de la commune de Bertry a fixé un prix pour ce terrain? Eh bien non, d'après mes sources, c'est un notaire qui a instrumenté, qui a dit, voilà, c'est 1300 €. Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose de malsain. Donc, nous, on veut savoir, qu'en est-il exactement? On pose des questions claires. Quelles ont été les transactions, les tractations concernant ce terrain? On va réenvoyer une relance. J'espère qu'on aura une réponse. On envisage d'interpeller le conseil communal. Mais surtout, on envisage d'aller à la CADA et de porter l'affaire par devant la CADA et d'enfin obtenir les réponses aux questions que légitimement on peut se poser en tant que citoyen responsable de la vie au sein de sa propre commune et de sa propre région et par extension de son propre pays et par extension au sein de l'Europe, parce qu'il y a les fonds FEDER qui ont certainement aussi servi à financer des subsidiations pour cette entreprise. Donc on veut savoir, est-ce qu'il y a eu des subsides, sous quelle forme, certificat vert ou autre, aide à l'emploi ou autre, quelles sont les contreparties exigées, parce que c'est quand même fort de café si par exemple, une entreprise privée demande à une commune, aidez-nous, donnez-nous un subside, aidez-nous à le trouver. Au niveau provincial, il y a des espèces d'ambassadeurs qui aident les entreprises à trouver des facilités. Non, par exemple, ici, on aurait pu imaginer que la commune offre le terrain en échange d'une production électrique, par exemple. Voilà, mais ça aurait été... à un prix convenu. Mais alors, s'ils font cadeau d'un terrain sans exiger de contrepartie, ben, franchement, il y a de quoi se poser des questions. S'il y a des contreparties exigées, mais qu'il n'y a pas de contrôle sur est-ce que les contreparties exigées, est-ce que chacun respecte bien son contrat? Est-ce que l'autre partie respecte bien les contreparties exigées ou pas? Si c'est pas fait, ça va pas non plus. Donc dans cette histoire,
soit le monde public et politique n'exerce pas de contrôle, et là, à quoi servent-ils? Soit c'est par omission, ben alors c'est qu'on est dirigé vraiment par des cons, hein, sorry de le dire, soit c'est pas par omission, soit c'est calculé, et là c'est plus grave que d'être dirigé par des cons. Donc franchement, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Faut arrêter de nous faire croire qu'on est dans une démocratie où tout marcherait bien. Non. Et donc, moi je crois que c'est important de voir le fond de ce type de dossier, de suivre jusqu'au bout. On ne fait jamais que d'exiger de la transparence. On ne fait jamais que de demander que le monde public qui est là pour ça aussi réponde à nos questions et ne nous prenne pas de haut, ne nous regarde pas avec mépris en nous disant circuler, il n'y a rien à voir. Ils doivent rendre des comptes. Nous les employons. Bien sûr. Je suis désolé. C'est eux qui sont censés taffer pour nous et pas l'inverse. Et donc, comme ils ne le font pas, ben on va aller un cap plus loin. Ce que je voulais dire aussi, et bon, ça c'est très important que ça passe dans la vidéo, c'est que ceci, c'est loin d'être un travail personnel. C'est un travail d'intelligence collective où il y a pas mal de gens qui ont interagi. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont vu les publications des derniers temps et qui nous ont recontactés et qui ont donc eu le courage citoyen de venir vers nous en nous disant « Attention, moi je suis au courant de ça, attention, allez vérifier ceci, allez gratter là-bas ». Par exemple, on a appris, moi je le savais avant, mais bon, de par mes études en sylviculture écologie, je savais que le domaine d'Herbemont, les épieux, dépendait du CPAS de Mons. Donc on est en Ardennes, on est à côté de Bertry, on est à Herbemont. Eh bien le grand domaine des épieux, qui est une des plus grandes forêts de Belgique, est sous la tutelle directe du CPAS de Mons. Quand on contacte le CPAS de Mons pour savoir s'il y a des tractations avec Tirda, ils ne savent pas. Quand on contacte la ville de Mons, c'est pas nous, voyez avec le CPAS. Donc c'est totalement obscur, quoi. Et alors, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un projet qui vient de sortir dans la presse où la ville de Mons envisage de faire un village de vacances pour les classes vertes et autres au domaine des épieux. Ça, ils le savent. Donc là, ils se souviennent qu'ils ont une forêt là-bas. Mais normalement, c'est censé être géré par la division nature et forêt. C'est une forêt soumise comme une autre. Mais nulle part, il y a moyen d'avoir des réponses à nos questions, en fait. Nulle part. Et ça, c'est incroyable. Oui, c'est dramatique, effectivement. On parle de biens publics, on parle de société publique. Voilà. À ce stade-ci, hein, parce que bon, j'espère qu'au stade Cadin, on va en avoir. Hein. En tout cas, ils ne le font pas spontanément, il faut tirer les oreilles. Et donc, je tenais à insister sur le fait que ceci est le fruit d'une intelligence collective, de gens qui se sentent concernés, qui se sont mobilisés, des Didier, des Pierre, des Manu, des Laurent, des Claude, et des Claudeaux féminins. On a des gens aussi qui ont travaillé depuis différentes régions. On a une personne qui a repassé au crible tous nos textes, qui est de la région de Tournai, salut Claude, et donc c'est vraiment un travail qui a pris beaucoup de temps. Ça a pris des week-ends, ça a pris une vraie enquête, approfondir les dossiers, se plonger dans des bilans comptables, se plonger dans des sites internet, aller creuser ce qu'il y avait au plus profond des sites internet, rencontrer des gens, collecter des témoignages. Donc c'est un travail de ouf. Franchement, je crois que ceux qui s'y sont collés auraient peut-être préféré passer leur loisir à autre chose, mais on l'a fait de manière citoyenne et c'est le fruit de pas mal de soirées, pas mal de week-ends un peu dédiés à ça. Et bon, c'était pas évident. Mais ce qui me paraît intéressant de vous dire, c'est qu'au niveau de la PLux, la cellule Gilets jaunes de la province du Luxembourg, on ne voulait plus d'action
où on va râler en face d'un parlement, où on va râler en face d'une injustice criante. On voulait quelque chose où on mouillait notre chemise, où on se dit bon voilà, on attrape le taureau par les cornes et on joue notre rôle citoyen, de contrôle citoyen, d'éveil citoyen, et on ne laisse pas ce travail-là à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ingrat, c'est chiant, mais on le fait. Et donc en même temps, c'est ça qui fait vivre une démocratie. C'est ça la démocratie. Si les citoyens voilà. ils acceptent toujours, exactement. Il n'y a pas de démocratie. Et donc en fait, ce type d'objectif permet d'affûter aussi nos armes démocratiques. Permet aussi d'affûter notre esprit critique. Pas être juste dans de la critique, mais vraiment aller au fond des choses, essayer de creuser, essayer de comprendre, et voir quel remède on peut apporter. Parce que, in fine, le but, c'était quoi ? C'était d'avoir une réponse sur ce prix démesuré du pellet et le prix démesuré de l'électricité à ce moment-là, puisqu'on a une électricité qui, normalement, est produite pour rien sur la place de Bertry. Pourquoi doit-on payer au prix actuel du marché ? Et puis ce qui est marrant, c'est qu'après l'émission d'investigation, bam, le prix du pellet descend tout à coup. On repasse de 800-900 € la palette aux alentours de 400. Ce qui est encore plus cher qu'avant crise, mais on redescend à la moitié du prix en pleine crise, sans qu'il y ait de justification aucune. Simplement, je pense, modestement, que notre action gilet jaune de casse-bonbons public, qui met un coup de phare sur les pratiques d'une firme qui sont loin d'être claires, le journalisme dérangé, parce qu'ils viennent quand même voir, mais bon, on ne fera pas le papier, parce que c'est emmerdant de dire que les gilets jaunes auraient raison sur leur recherche de fonds démocratiques. Et on refile la patate chaude à l'investigation. L'investigation produit son reportage et quelques jours après, paf, le prix de la palette de pellet diminue drastiquement. Elle n'est pas belle la vie. Sans lutte, vous ne gagnez rien, les amis. Ouais. Et la lutte, c'est mouiller sa chemise, y compris dans des trucs chiants comme ça. Mais bon, voilà. Et franchement... recevoir les noms d'oiseaux, bande de connards, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas ce que c'est que la cogénération, vous croyez que c'est produit avec un gaz, ouais, la vapeur d'eau est un gaz. Voilà. Hein, bon. Et donc, évidemment, les petits sbires de la firme qui réagissent, merde, ils ont des emplois bon, il faut lécher les bottes du patron. Donc, on s'expose. C'est clair qu'on s'expose et il faut du courage. On s'expose, il y a des menaces. Il y a eu des phrases, il y a eu des menaces. Par exemple, essayer de savoir quelle était la voiture dans laquelle on était, avec laquelle on filmait. Et qui est à la base de cette action ? Vous allez voir des têtes. Mais ces têtes, elles sont substituables parce que c'est ça dans les gilets jaunes. Il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui est là. Bon, les gilets jaunes sont interchangeables. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Oui, c'est le principe du manque de structure qu'on critique de notre côté. C'est une grande force de ne pas avoir de chef, de ne pas vouloir en avoir. Parce que bon voilà, un citoyen qui voit un autre citoyen, c'est purement égalitaire et c'est très bien comme ça. Ok, donc si je résume pour les dossiers, donc à la base les pellets c'est une technique écolo, mais bon finalement c'est pas si écolo que ça par rapport à la gestion des forêts notamment. Erda se dit reçoit des subsides, notamment par sa qualité d'entreprise locale. On ne sait pas, on demande.
On demande la clarté. Voilà, mais c'est pas vraiment local, puisqu'on voit que il y a des camions qui vont en Espagne, en Portugal. Oui. En France. Voilà. Ce sont des profiteurs de crise, puisqu'ils ont les prix de leur production, sans aucune raison, ont augmenté très clairement en pleine période de crise énergétique. L'augmentation des prix, elle est réelle. Il y a une opacité par rapport à la gestion de nos déchets, déchets de forêt et déchets domestiques, dont ils sont supposés les prendre comme matière première. Il y a effectivement à plusieurs niveaux la question des subsides publics. Oui. Et la question aussi de l'achat de terrain. Ça fait vraiment beaucoup pour un seul dossier. Hein. Oui. Par exemple, sur l'achat de terrain, c'est pas comme. Alors que la DNF nous dise on ne traite pas directement avec ERDA. Il y a peut-être un intermédiaire. Ok, on peut l'entendre. Mais alors qu'on ne vienne pas nous parler de la traçabilité des bois belges. Hein. Oui. Si ça tombe, je vais pousser le bouchon un peu loin, mais si ça tombe, on peut tout aussi bien cramer dans ce type d'usine, je sais pas moi, un Meranti qui vient d'Amazonie ou je ne sais pas quel type d'arbre qui vient de pays exotiques. Si on n'est même pas capable de tracer nos propres bois, il faut arrêter de parler des écolabels. Hein. Oui. Tout ce qu'on demande, c'est comment tracer ce que cette extension de la filiale bois utilise. D'où cela vient-il? Les transactions financières. Et puis sur la question du terrain, Idelux ne nous répond pas, Bertry ne nous répond pas, mais le terrain a quand même bien été vendu. Donc on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas eu de papier. Donc, ils ont donné le terrain à ERDA sans faire de contrat de vente, sans qu'il y ait aucun document. Il y a des documents, on les demande.